Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. L'histoire est la mémoire du monde, celle des peuples et des nations. Mais il s'agit de la vraie histoire, l'authentique, pas une histoire, des histoires à dormir debout, une histoire idéologique tronquée, écrite par des vainqueurs. De toute façon, l'histoire est plus rancunière que les hommes et elle finit toujours par prendre sa revanche et faire éclater sa vérité au grand jour, tôt ou tard. C'est cette histoire-là qui passionne notre invité. Un écrivain français, Anatole de France pour ne pas le citer, a écrit « En histoire, il faut se résoudre à beaucoup ignorer ». Je sens notre invité crier en silence et se tortiller sur sa chaise. Mais comment peut-on associer dans une même phrase l'histoire et l'ignorance? Oui, je le crie aussi, mais la décence et la bienséance m'obligent à l'exprimer plus calmement. L'histoire est censée nous éclairer et non nous berner. Malheureusement, l'histoire est parfois une conspiration permanente contre la vérité. Notre invité d'aujourd'hui est justement un historien dont le moteur est de redécouvrir notre histoire, réécrire notre lycée national et celui du continent, l'Afrique, mais avec beaucoup de lucidité, avec des passions apaisées. Un historien, anthropologue, un peu archéologue qui déblaye doucement les couches poussiéreuses accumulées par le temps et les hommes à la recherche de notre identité, nos identités, mais sans la moindre agressivité, des identités apaisées, réconciliées et surtout pas meurtrières. Qui sommes-nous? Que nous renvoie notre histoire, notre miroir? Est-ce que nous nous aimons? Pour répondre à toutes ces questions, il faut un préalable, un passage incontournable. Il faut nous connaître notre véritable histoire, l'intégrer, l'assumer et la transmettre fidèlement aux générations futures. Notre invité d'aujourd'hui est l'historien, spécialiste en anthropologie sociale et culturelle et universitaire Mustapha Al-Qadri, auteur de nombreuses publications dont l'État national et les Berbères, le nationalisme du mépris de soi et de nombreux articles dans de prestigieuses revues nationales et internationales. Il est aussi podcasteur d'émissions sur l'histoire du Maroc, des émissions à grand succès et l'histoire de façon générale sur Radio Ma'arif. Mustapha Al-Qadri, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je suis ravie de vous avoir sur notre plateau parce que débattre et discuter avec vous est très passionnant et très enrichissant. Espérons cette fois-ci encore, on va... Ça va l'être, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, je voudrais moi connaître l'origine de votre passion pour l'histoire. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous vous souvenez? Peut-être les histoires de ma grand-mère, tout simplement, parce que ce sont des histoires qui viennent du tréfonds du passé, de la mémoire, transmises de génération en génération, sur peut-être plus d'un millier, voire 2000 ans. Si ce n'est plus, parce que ce sont des histoires où il y a beaucoup de leçons, justement, et de moralité sociale sur les normes, ce qui n'est pas normatif, ce qui est normatif, etc. Donc peut-être cela m'a beaucoup impressionné, surtout à une époque où il n'y avait pas encore l'image, l'écran, la télévision. Et donc c'est l'enfant qui imagine un petit peu ce que lui raconte la grand-mère paternelle, oui. avec ses moyens de bord dans sa tête, comment il imagine l'ogre ou comment il peut imaginer les personnages cités un à un. Et surtout avec épisodes. Donc on ne raconte jamais en général une histoire d'un coup, chaque jour un petit bout. Et c'est comme ça que cette relation très forte s'est nouée avec ma grand-mère. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça a énormément impacté mon être et ma façon d'être également. Oui. Et je crois que cette relation avec les grands-parents, à cause de la famille nucléaire aujourd'hui, est quelque chose de négligé, mais je crois que c'est quelque chose de fondamental dans l'équilibre des enfants, des petits-enfants, des personnes qui sont concernées. Alors, vous étiez très bon en histoire, mais vous allez choisir à l'université la géographie. Pourquoi? Pour apprendre la géographie, pour m'approfondir, j'avais des meilleures notes en histoire à l'université à l'époque, quand les deux matières étaient enseignées ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont divorcés. On essaye un petit peu de rattraper, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi on les a séparés. Parce que l'histoire se passe dans l'espace, qui est la géographie, et la géographie a besoin d'histoire pour comprendre les phénomènes qu'elle étudie. C'est un mélange de plusieurs disciplines, parce que les disciplines, malgré leur autonomie, ils sont interconnectés.
On ne peut pas faire de la géographie sans faire appel à de l'histoire, à de la sociologie, à l'anthropologie, à la géologie, à l'agronomie, etc. Parce qu'on étudie les paysages, on étudie les humains. Donc, comme j'avais des bonnes notes en histoire, j'ai fait le choix de suivre la voie difficile qui est de la géographie, c'est-à-dire pour m'approfondir. Et je ne l'ai pas regretté parce que, bon, après, pour le 3e cycle, j'ai voulu continuer en géographie. Les choses, les conditions, le hasard a fait que je suis revenu à mon amour d'histoire et donc j'ai repris de nouveau l'histoire pour en faire une thèse de doctorat. Et il n'y a pas de hasard. On dit que le hasard, c'est Dieu qui avance incognito, pour ceux qui croient, Dieu ou autre chose. Alors, est-ce que ça vous convient qu'on vous décrive comme un historien, pas comme les autres, parce que vous avez une façon de raconter l'histoire, de redécouvrir l'histoire, de nous faire redécouvrir l'histoire. Et à quel moment vous avez eu ce déclic de vouloir faire redécouvrir l'histoire? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait quelque chose à corriger, à redécouvrir, à remettre à sa place? À commencer par moi-même, hein, je veux dire, quand j'ai la première phrase de ma thèse, bon, vous avez vu, hein, pour le titre, j'utilise le mot berbère en usage justement, en France parce que votre thèse, c'est l'État national et les berbères, mythe colonial et négation nationale. Et vous utilisez le mot berbère qui est péjoratif, en fait. A priori. C'est un terme qui vient de la période coloniale. C'est, je crois, quelqu'un qui l'a consacré, le grand historien de France, qui est une référence jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Ernest Renan, dans un article en 1870-71 sur l'Algérie. Et c'est lui qui consacre un petit peu ce terme devenu générique, utilisé dans la langue française. Et pour moi, il renvoie à la période coloniale. Donc, si avec mes étudiants, les gens qui préparent des travaux de recherche, de master ou de doctorat, utiliser le mot pour la période coloniale, a priori, il n'y aurait pas de problème, ça renvoie à une période. Mais l'utiliser après, non. C'est comme aujourd'hui, quand les gens traduisent un ouvrage de l'époque coloniale, quand ils trouvent le mot berbère et le traduisent par le mot amazir, je trouve que c'est un petit peu pas tout à fait correct, parce qu'on utilise un terme historique qui existait bien sûr, mais qu'on a remis sur la sellette après un long combat, si j'ose dire, parce que justement c'est le terme. Alors, pourquoi ce choix de ce sujet? C'était sous la direction de Charles-Olivier Carbonel à Montpellier 3. Paix à son âme. Paix à son âme. Pourquoi le choix de ce sujet? Il n'était pas spécialiste du Maroc, mais il a trouvé audacieux, comme il avait dit, à l'époque de réfléchir à ce sujet. Et au début, franchement, quand j'ai commencé, je ne savais pas exactement ce que je voulais, moi. Quelque chose qui est remonté en surface, quelque chose qui était très enfoui en moi-même et qui est remonté en surface suite à la rencontre d'un linguiste en France et qui j'ai trouvé un petit peu, un peu méprisant, un peu provocateur. Et je crois qu'il a provoqué en moi quelque chose qui dormait, qui sommeillait, qui était enfoui. Et à ce moment-là, j'ai décidé de faire ce sujet-là. Et ensuite, au bout d'une année universitaire, j'ai étudié les bibliothèques, j'ai fait le rat de bibliothèque, la bibliographie, etc. Et je reviens bredouille presque déprimé pour dire à mon professeur, franchement, je ne trouve pas le bout. Et il me répond, mais c'est bien. Et je reste bouche bée parce que moi, je m'attendais à ce que je sois grondé, à ce qu'il me rejette, à ce qu'il même me dise va-t'en, va chercher ailleurs, etc. Non, il m'a encouragé. Je dis voilà où j'en suis. Bon, je suis là, les Berbères, l'histoire, l'Antiquité, la politique coloniale française, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie. Bon, tout un mélange de beaucoup de choses qui n'en est que ni tête. Il me dit, est-ce que vous êtes conscient que votre sujet est politique? J'ai dit oui. Je me dis, si vous avez le temps, allez-y faire un diplôme en sciences politiques, ça vous aidera. Ah, d'accord. Et voilà comment je me suis embarqué dans les études de sciences politiques, d'un diplôme qu'on appelait à l'époque le DEA, l'équivalent d'un master aujourd'hui, pour m'outiller tout simplement afin d'étudier mon sujet de base, qui était celui de comprendre un petit peu ce qu'on appelle comme ça d'une manière générique les Berbères, sans savoir exactement comment commencer ni où finir. Oui. Et je focalise sur la période coloniale et légèrement la post-coloniale, vu les documents disponibles à l'époque, donc pour essayer de comprendre pourquoi
Ce qu'ils appellent en arabe le berbère, les berbères, ils le sont très péjoratif dans nos programmes scolaires. Et c'est avec ce souvenir scolaire que je commence. كانوا المغاربة الأولون هم البرابرة أبناء مزيغة من اليمن والشام عن طريق الحبشة ومصر كانوا يسكنون الكهوف والمغاور ويقتاتون من الأشجار ويلبسون جلود الحيوانات. C'est le centre CM2, je crois que même avant, quoi. Peut-être CM1, CM2 maximum. En tout cas, que j'ai apprise par cœur, comme tout le monde. J'ai eu une note, je ne sais plus si elle est bonne ou mauvaise. Mais je commence par la traduction de cela et je précise dans la note de bas de page que ce qu'on appelle Barbare ou les Berbères, c'est un peuple qui s'appelle lui-même Amazigh, pluriel Imaziran. Normalement, c'est homme libre. C'est ce qu'on dit, en tout cas, oui, c'est ce qu'on dit, parce qu'on a le verbe zayer, izar, on a une terminologie avec des dérivés qui ont des sens en darija légèrement différents du sens d'origine. Parce que le ziara, ça renvoie au courage à l'origine en tamazirt, mais en darija, ça se transforme un petit peu, légèrement, pour devenir quelque chose même peut-être de mauvais, etc. Alors que c'est absolument pas, comme beaucoup de termes, termes qui changent un petit peu de sens dans leur usage de darija, parce qu'ils sont repris de tamazirt, mais dans des contextes différents, donc du coup, ça peut avoir ce sens. Donc voilà, c'était une histoire de comprendre un petit peu, mais pourquoi tout ça? Pourquoi nous, on appartient à l'âge des grottes? Et heureusement que peut-être, je ne sais pas, la colonisation est arrivée ou quelque chose d'autre pour nous sortir de la grotte, pour habiter une maison où je suis né en pierre et en terre. Et c'est comme ça que le sujet a commencé à démarrer. C'est comme ça qu'il a démarré. Et puis qu'il est arrivé à comprendre, mais c'est quoi ce mythe colonial qu'on collait? Parce qu'il y a une mythologie de l'époque coloniale avec tout un ensemble d'éléments génériques, tantôt c'est des Romains, des résidus des Romains, tantôt c'est des populations antiques, tantôt c'est n'ont pas connu d'évolution depuis les Romains, c'est-à-dire toute une série de mythes. Et après l'indépendance, on n'existe pas, on est nié, alors que je veux dire la majorité des Marocains sont amazighes ou d'origine d'amazigh à quelques degrés qu'ils soient. Est-ce qu'on a un problème avec notre histoire? Parce que souvent l'histoire chez nous elle commence avec l'islam ou la période islamique. Est-ce qu'il y a une amnésie collective ou une amnésie sélective, pas seulement pour la question amazigh, mais pour l'ensemble des régions du Maroc? Est-ce qu'on a une sorte d'amnésie? C'est les choix idéologiques adoptés. Il ne faut pas oublier qu'on a une histoire de l'école. Il date de l'époque coloniale, côté espagnol et côté français. On a une histoire de l'école avant la période coloniale, qui est une histoire très riche et très intéressante malgré les éléments génériques qui y sont collés. Il ne faut pas oublier que de ces écoles-là, on a des sommités dans l'histoire universelle aujourd'hui. Ibn Khaldun est issu d'une école dite traditionnelle, mais bon, c'est un savant aussi moderne que beaucoup de modernes d'aujourd'hui, il les dépasse de loin. Ou le Hassan Liussi, pardon, ou bien le Mukhtar Soussi et beaucoup d'autres, Abdullah Guinnoun, c'est-à-dire on a des noms comme ça qui ont émergé par ce système traditionnel de connaissances. Avec le temps colonial, on a une nouvelle école, et une école issue d'une tradition scolaire de la République française qui est associée à l'histoire de France et à sa perception de l'école, etc., etc., c'est-à-dire quelque chose de trop chargé. Et c'est ces pédagogues de l'époque coloniale qui mettent en place le menu. Donc on est passé de nos pères les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois à nos ancêtres les Arabes? Dans notre cas, non. Peut-être dans les colonies ou dans les départements français, c'était le cas, on parlait des Gaulois. Dans notre cas, non. On a essayé de nous construire une histoire justement qu'on va arabiser après l'indépendance, mais on n'a rien changé dedans puisque ça collait pratiquement avec la perception coloniale qui se croyait atterrir dans un pays qui s'appelle Arabistan où il y a une petite minorité qui s'appelle Berbéristan. Et puis voilà, le tour est joué parce qu'il y a toute une construction derrière pour justifier l'invasion, essayer de montrer qu'on n'a jamais eu connu d'État local, qu'on a toujours été... La fameuse affiche, elle est très célèbre, cette affiche. La France, ou je ne sais plus, il y a Marianne qui civilise les colonies. Oui, qui absolument. Civilise les peuples. Absolument. Nous, on n'a rien connu, et donc on n'a connu que des invasions externes, on n'a connu que des États externes, et que sinon, aujourd'hui, les Français, les Italiens, les Espagnols, c'est juste on est dans la succession
des conquérants et qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Donc Oui. si on a conquis, c'est que juste on a repris la place d'un conquérant. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on continue à annoncer un petit peu cette manière, les Romains, les Phéniciens, les Byzantins, les Omeyyades, etc., comme si c'est de la réalité historique, alors qu'on peut périodiser par rapport à ce qui est très connu comme l'Empire romain est un élément connu dans l'histoire, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on était sous domination romaine, parce que bon, peut-être ils occupaient 2 mètres sur la côte méditerranéenne, mais le territoire est énorme et on ne peut pas généraliser les 2 mètres des Romains éventuellement et encore sur l'ensemble du territoire. Mais oui, c'est ce qu'on voit justement. Et puis la deuxième chose, c'est que les Français ont tout construit, et les Espagnols et les Italiens ont tout construit sur le mythe romain, alors que c'est quand même des cités et des villes authentiques, locales, des populations amazighes, africaines, mauritaniennes, numides, comment on les appelait, libyennes, comment on les appelait à l'époque, et qui ont été, comment dirais-je, utilisées comme des capitales régionales, soit de protectorats, soit de colonies, etc. Mais il y a une civilisation antérieure, parce que les Romains, quand même, c'est juste après, je veux dire, c'est l'Empire commence après Jésus, hein, c'est pas avant Jésus, mais avant Jésus, on a énormément de royaumes, de pouvoirs, d'énormément d'éléments, mais ils les ont évacués à l'époque coloniale, et en focalisant sur ce qu'ils appellent les Romains, puisqu'ils se considèrent les héritiers des Romains. Alors, avant qu'on poursuive notre passionnante discussion, il y a une rubrique qui s'appelle l'objet dans cette émission. On va découvrir l'objet que Mustapha Qadri a ramené avec lui. L'objet. Alors, votre objet? L'Afrique du Nord, il s'appelait le grenier de Rome. Oui. Mais cet objet, il y a des épis de blé. Des épis de blé un peu mtrozine. Mtrozine. Comment on appelle cet objet? Oh, il a plusieurs noms. Pourquoi on l'utilise? C'est quoi son utilité? Ouh là là, c'est des souvenirs de mémoire d'enfance qui remontent énormément, et c'est l'objet vraiment fétiche que j'ai à la maison, parce qu'il rappelle les années fastes. D'abord, il rappelle notre identité agricole. Il rappelle cette métaphore liée au blé. En français, ça donne de l'argent, mais au Maroc, c'est le pain qui devient le salaire et la source de la vie. Et les paysans agriculteurs qui cultivent les céréales, au printemps, quand la saison s'annonce bonne, ils se font le plaisir justement de cueillir quelques épis bien remplis et de le travailler de cette manière, d'en faire un petit décor et de le suspendre à la maison. Et c'est comme un rappel permanent un petit peu de cette source de vie, de cette source de richesse qu'on a exportée à travers l'histoire pendant très longtemps, je crois jusqu'au début des années 60. Malheureusement, aujourd'hui, on en importe. Je ne sais plus ce qui ne va pas au niveau de notre agriculture. Mais en tout cas, ça reste un objet fétiche et symbole pour la société paysanne que nous sommes et qu'on garde dans l'âme, quel que soit le degré d'urbanité de n'importe quel Marocain aujourd'hui. La relation avec la pluie reste une relation mythique, métaphysique, extraordinaire. On attend la pluie, on demande des nouvelles de la pluie. Est-ce que la pluie, à chaque fois, la pluie est un élément fondamental? Or, la pluie, justement, il est associé, entre autres, à cet élément qu'on appelle le blé et qui a fait la richesse de notre histoire et qui continue à être l'aliment de base chez nous. Ne rien avoir à la maison et prendre un pain avec soi en rentrant, on est rassuré. On est rassuré, ça rassure. Tout à la maison, ne pas avoir du pain, c'est la panique. On n'a rien. C'est la panique. Ben oui, c'est la panique. Et c'est psychique, parce qu'on peut bien bricoler sans pain, mais bon, ça reste psychique parce que ça rassure. Ça rassure, et justement, je crois qu'il y a quelque chose de très fort, de très symbolique dans notre relation. Très symbolique dans cet objet, il n'y a pas que ça. Si on commence à analyser, on ne va pas en finir, parce qu'il y a tellement de symboles. Il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs noms selon les régions. Alors, quelqu'un qui dit الضفيرة مدفور بحال كنضفروا الشعر ديال البنات يقول تشوات. Et ce sont les deux termes que je connais, mais je suis sûr et certain que chaque région lui donne un nom. Il faudrait qu'on regarde Dfera tout court, par exemple, chez les darégophones, des paysans de Douala, ou de Chaouia, ou de Al-Gharb, ou de Sès, qui sont des régions de production de céréales par excellence. Et donc, du coup, c'est toute la symbolique de la relation avec cette terre, quelle que soit l'origine du paysan, parce que justement, c'est la terre qui détermine énormément de choses, loin des idéologies et des histoires. Quel que soit le cheminement ou l'évolution de la personne, c'est le terroir, on revient toujours à la terre. Alors le passé colonial, sûr, il a pesé, il a essayé de son poids sur le présent du Maroc comme celui des autres pays d'Afrique.
Et dans votre article, enfin, l'Afrique a-t-elle perdu le Nord, Nord. Vous parlez du Maghreb et de ces dichotomies coloniales et vous analysez comment ces dichotomies coloniales continuent à structurer le champ du savoir relatif à cette zone dont le passé entre Afrique et Europe continue à susciter des débats et des réflexions. Ça continue, à votre avis? Est-ce qu'on n'est pas en train de se libérer un peu? Beaucoup, on se libère certes, mais un peu tardivement parce que justement ce passé colonial elle pèse lourd parce qu'on a perdu la souveraineté et on a subi la modernité qu'on refusait sous différents prétextes, des fois par des arguments de type religieux qui ne sont pas vraiment des arguments. Et du coup, on a subi sous la pression et sous la domination étrangère ce qu'on refusait de faire nous-mêmes à cause de justement des catégories d'élite un petit peu qui gravitaient autour du pouvoir et qui l'ont influencé d'une manière directe ou indirecte parce que les choses étaient faites ainsi. Et le problème continue parce que cette modernisation, justement, va structurer nos mentalités, y compris nos pensées, nos idéologies. Le nationalisme n'est qu'un fruit du colonialisme. Il ne faut pas croire que le nationalisme... Justement, de votre livre, le nationalisme du mépris, votre livre, on va voir la couverture, le nationalisme du mépris de soi. C'est parti de là. Ouais, parce que notre nationalisme ne s'est pas construit sur une identité territoriale. Il s'est construit justement sur la base d'abord par s'attaquer à soi-même, c'est-à-dire avec le prétexte du Dahir, du fameux Dahir dit berbère, devenu aujourd'hui fumeux, et on nous a même demandé d'oublier cela en s'excusant, en disant mais bon, je suis juste un Dahir colonial comme beaucoup d'autres Dahirs, mais pendant très longtemps, on a fait ronronner ce texte sur plusieurs années, chaque année, pour des raisons politiques pures, d'imposture. Et du coup, pour moi, ce nationalisme... C'était pour diviser, c'était pour évangéliser, on a tout entendu. Hein. Oui, on y a cru, on y a cru. Mais bon, il m'a suffi de regarder le texte lui-même dans le bulletin officiel quand je faisais ma recherche doctorale, justement, pour m'apercevoir de la supercherie. Et surtout que les gens qui le reproduisent dans leurs publications, dans leurs livres, dans les journaux, etc., ils le reproduisent sans l'exposé du motif, le préambule qui précède les articles. Or, c'est dans le préambule qu'il y a toute la philosophie de ce texte que les autorités du protectorat à l'époque avaient décidé de mettre en place en parallèle à une autre justice coutumière que le pacha faisait en ville et le caïd dans les tribus que les Français ou les Espagnols considéraient comme arabes et qui étaient d'alégophones, mais que la justice coutumière était générale partout au Maroc. Ah oui. Mais là, on jette l'anathème sur ce qu'ils appelaient les Berbères. D'ailleurs, on s'est inspiré de cette coutume, de cette justice coutumière amazigh dans la Constitution de 2011 pour les questions, par exemple, d'héritage chez les femmes. Non, pas dans la Constitution, dans le Moudouana. Excusez-moi, dans le Code de la famille de 2004. Absolument, sur les biens acquis, etc., qui était une pratique qui est restée en vigueur dans les régions du Souss et du Sahara, et qui restait une pratique malgré qu'il ne soit pas dans la loi marocaine. Absolument. Et c'était quelque chose Ni dans la charia. Non plus, parce que, mais bon, la charia, c'est un droit positif fabriqué par des humains, en croyant interpréter ce que dit Dieu. Mais ça reste une interprétation humaine, et ce n'est pas parce qu'on l'appelle charia qu'elle a ce caractère sacré qu'on croit lui donner, alors qu'elle n'en a pas. Parce que, justement, si on est malikite, ce n'est pas pour rien. Il y a des dispositions dans le malikisme, etc. Je dirais, si on est malikite, justement, parce qu'on peut s'adapter à la situation, quand le fitna c'est pas gratuit. Et si l'égalité citoyenne aujourd'hui est acquise, cette égalité citoyenne ne peut se traduire que par l'égalité des droits et des devoirs, en principe. Alors, vous avez écrit, Moustapha Kadri, que penser l'identité, c'est d'abord penser ses processus et ses usages politiques et idéologiques avant de se pencher sur les éléments constitutifs des éventuels éléments de distinction, d'instrumentalisation. Bon, ça peut paraître un peu technique, mais c'est très, très, très important parce que penser l'identité, c'est penser ses processus et ses usages politiques et idéologiques d'abord. Bien sûr. Comment se définissait le Marocain avant le temps colonial, quand il n'y avait que l'Empire ottoman,
Comment les Marocains se positionnaient face... On avait des empires en face. On avait l'Empire espagnol, l'Empire britannique, l'Empire ottoman, et c'est tout. Et puis l'Empire Songhai aussi, qui était de l'autre côté, qui était très stratégique par rapport au commerce transsaharien, etc. Point. Donc, et puis après, on peut glosser sur un autre élément, surtout associé au pèlerinage, sur le Dar l'Islam. Mais on ne rentre pas comme ça en Égypte. Il y a des autorités de contrôle, il y a même des autorités sanitaires quand les problèmes des épidémies s'est développés. Donc, je veux dire, on rentre, certes, il n'y avait ni passeport, ni rien du tout, mais on pointait et on se déclarait étranger au territoire où on est. Et on ne peut pas passer comme ça incognito en croyant, oui, c'est les frères musulmans, oui, sinon c'est pourquoi il y a eu des frontières, pourquoi il y a eu des guerres et des armées, etc. etc. Oui, oui. Donc, c'est peut-être un terme générique comme ça pour, comment dirais-je, pour résumer une situation donnée, mais ce n'est absolument pas le cas parce que nous sommes sur des territoires d'empire bien déterminés et bien précis, et on ne rentre pas n'importe comment. Oui, alors on va faire des sauts dans le temps parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais il y a tellement de choses aussi intéressantes. On va essayer de survoler parce que vous parlez de l'époque postcoloniale et vous avez parlé du nationalisme arabisant. Et vous avez dit que ce nationalisme arabisant était très offensif pour le Maroc. Exclusif et offensif. Pourquoi? Il n'est pas inclusif. Et justement, c'est une conception idéologique. Il y avait une fascination pour l'Égypte nassérienne, pour le bassisme. Chez nos partis politiques, oui. Ah, oui. Chez nos partis politiques, c'est le cas. Et presque, c'était leur dieu, pour certains, Abdel Nasser, alors que c'est juste un militaire qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, qu'il déclarait ça comme une révolution, alors que ce n'est pas le cas. Il a fait même de certains pays des colonies après le départ de la France. Oui. Ça devient des colonies égyptiennes et ça devient des proxys par lesquels Nasser faisait sa politique de domination au Yémen, au Maroc et ailleurs. Il a essayé comment dirais-je, de mettre la main sur l'ensemble des États via des proxys, les États voisins ou des trucs comme ça. Donc c'est un truc de type idéologique associé à l'histoire des Ottomans. Bon, je vais passer sur les détails, sauf que les nôtres vont en faire un élément bizarre parce que l'arabisme, à l'origine, il est laïque, parce qu'il réunissait les chrétiens et les musulmans de Syrie sur tout ce qu'on appelle Bilad Sham historiquement, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, le Liban, etc. Et il était à la base... un peu l'Égypte. À la base laïque. C'est-à-dire, puisque les intellectuels chrétiens qui ont construit les bases pour trouver un moyen d'association avec leurs voisins musulmans et trouver un modus vivendi. Alors on pourrait dire à la limite pourquoi pas. Sauf que chez nous, il est mélangé à une idéologie qui s'appelle la salafia. Et donc il nous arrive un petit peu malaxé entre un arabisme laïque à la base et une salafia très rétrograde à la base également, pour nous donner cette alchimie qu'on appelle d'une manière générique arabo-islamique qui ne veut absolument rien dire, puisque quand on lit les chrétiens d'Orient qui ont écrit sur ça, je veux dire, on peut en sourire aujourd'hui, mais pendant très longtemps, les gens croyaient cela comme une sorte de Coran absolument indiscutable. Donc cet élément a été repris d'une manière pratiquement officielle, il a été introduit à l'école, dans les médias, etc. Alors justement, il est introduit à l'école, c'est ça le problème, c'est qu'on a reproduit cette information dans les médias, journalistes, chez les enseignants, le système scolaire. Oui. Et ça donne on nous a enseigné ça. Ça devient la culture scolaire que les gens croient que c'est de la culture savante. Et en se basant sur une culture scolaire biaisée, on croit qu'on sait, et qu'on est devenu savant et qu'on peut se prétendre savoir alors que ce n'est pas vrai. Alors, il y a un distinguo à faire parce que les gens font l'amalgame entre la question de l'arabe, l'arabisation et l'arabisme. Et l'arabité. Et l'arabité. Comment on peut démêler tout ça? C'est très simple. Quand les nôtres écrivaient en arabe, la question ne se posait pas du tout. Parce que des gens ils disent « Ah oui, mais les dynasties, depuis, je ne sais pas moi, les Idrissides, les Almoravides ou les Alaouites écrivent en arabe ». Oui, comme beaucoup de monde, comme le latin, etc. Mais la question de la langue n'a jamais été un élément de l'identité jusqu'au XIXe siècle, quand les idéologies modernes ont commencé à utiliser cette langue. Bien. Il n'y a pas de problème. Quand les Français sont arrivés, ils ont joué sur les mots. On dit manuscrits arabes. Je suis désolé, ce sont pas des... Ils lui ont donné une identité culturelle a priori qui va devenir une identité
politique en disant manuscrit arabe. Mais les Anglais, ils disent Arabic manuscript, c'est-à-dire dans la langue. Or, en français, ce qui serait correct, c'est les manuscrits en arabe. Nous, dans nos catalogues aujourd'hui, dans nos bibliothèques, dans nos catalogues, on écrit encore le makhtotat al-arabiya. Là, des makhtotat bi al-arabiya. Et ça renvoie à une langue de savoir religieux qui est la base de l'enseignement. Et comme toute l'histoire de l'enseignement est basée sur l'enseignement religieux, que ce soit chez les chrétiens, les bouddhites, les juifs, les musulmans, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, on apprend les sciences profanes. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Quand Ibn Mimoun, un juif d'Andalousie de l'époque almohade, écrit Dalil al-Ha'irin en arabe, pourquoi on ne l'inclut pas? Ah non, c'est pas musulman, même si c'est arabe, c'est pas musulman, donc il ne rentre pas dans la catégorie arabe-musulman. Non, même les chrétiens de l'époque almohade, de l'époque mérinide en Andalousie, ils écrivaient aussi en arabe. Une langue de savoir, à une époque où la langue n'était pas instrumentalisée par une idéologie quelconque pour en faire un élément constitutif de l'identité. De l'identité, c'est ce que j'allais dire. Justement, on a un problème d'identité. C'est quoi être marocain? Cette question d'identitaire, est-ce qu'elle pose encore problème alors que le discours royal du 9 mars 2011, c'était important parce qu'il avait un petit peu recadré. Il avait bien recadré l'identité marocaine en remettant d'abord la mazirité au cœur de notre identité, une partie intégrante pour ne pas dire essentielle, avec son officialisation et puis renouer avec les racines africaines, juives, et puis bien sûr arabo-islamiques. C'est quoi être marocain? Est-ce qu'on a encore un problème avec notre identité aujourd'hui? Pour certains, oui. Pour d'autres, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas, quand un Marocain met le burnous et mange le couscous, il se considère toujours étranger sur le territoire. Moi, ça me fait sourire, mais bon, ce n'est pas grave. Parce que la culturation a eu lieu sur énormément de siècles. À partir du moment, justement, le territoire prime. Et la culturation a eu lieu. Il y a des personnes d'origine étrangère de tous les horizons, il n'y a pas de problème. On a même beaucoup de convertis, des Génois, des Hollandais, etc., qui se sont fondus dans la société. On ne trouve plus leurs traces. Personne ne viendrait aujourd'hui te dire « je suis d'origine hollandaise » pour te dire « je suis supérieur à toi, l'autochtone, le marocain lambda, etc. » Or, on a des personnes effectivement Beni Hilal, Beni Sulaim, Beni Maqil, des Mourisques, des Bambara, des Songhay. Il n'y a pas de problème, ils se sont intégrés à la population amazigh de base et ils ont appris et repris toutes les mœurs de A à Z. Mais pourquoi il y a toujours une fascination pour les mauresques, pour des personnages? Vous en avez parlé, moi je cite Samid ibn Abbad, et Youssef ibn Tachfin, et ça m'avait... Voilà. Pourquoi on est cette Andalousie... Samid ibn Abbad. On va voir la tombe de Youssef ibn Tachfin, on va voir... Ça, c'est Youssef ibn Tachfin. Est-ce qu'on a la tombe de Ibn Abbad? Oui, on l'a, elle est beaucoup plus belle. Alors ça, c'est juste une construction des années 60. Une construction des années 60. Absolument. Mais il y a des boulevards, il y a des... Elle ressemble au tombeau d'Abou al-Hassan al-Marini enterré à Challa. Or, quelqu'un qui est mort au XIe siècle, ou peut-être au début du XIIe, je ne me rappelle plus sa date, et quand on retrouve le tombeau, je veux dire, on localise le tombeau, c'est quelqu'un qui est venu en 1924, Place Infante, et retrouver le tombeau, chapeau. Parce que je veux dire, aujourd'hui, même avec, on écrit les noms sur le tombeau, on a du mal, mais sur 3-4 générations de personnes mortes sur les anciens cimetières, on a du mal aujourd'hui à reconnaître qui est enterré en dessus, surtout qu'on n'avait pas la tradition d'écrire les noms, c'est une tradition récente. Ce n'est pas historique. Est-ce qu'il y a un mépris de soi dans cela? De ce qu'on est? Il y a beaucoup de politique. Parce que c'est Ibn Abbad, si le premier lycée français, après l'indépendance, qui s'appelait Mangin, est devenu Ibn Abbad et non pas Youssef ibn Tachfin, ça annonce la couleur de notre élite, de sa pensée, qui peut-être voudrait se rapprocher de l'Espagne. Ça la regarde, il n'y a pas de problème. Parce que l'Espagne aujourd'hui s'approprie Ibn Abbad, c'est très bien. Mais pourquoi il ne s'approprie pas... Franco, il a érigé une statue, je crois, de Ibn Abbad. Hein. Bien sûr, mais c'est Franco. Je veux dire, c'est Franco, c'est toute la politique de Franco qu'on est en train d'aborder d'une manière indirecte, mais peu importe, parce qu'aujourd'hui encore, l'Espagne est fière de son Ibn Abbad. Mais pourquoi elle ne revendique pas Youssef ibn Tachfin? Pourquoi elle ne revendique pas Ibn Ali el-Goumi ou Yaqub el-Mansour ou Abou al-Hassan ou Abou Inan? Pourquoi l'Espagne choisit Ibn Abbad?
il y a de la politique derrière. Il y a de la mémoire derrière. Il y a l'histoire de l'Andalousie dans l'intérieur de l'Espagne. Il y a la question des identités régionales, certaines avec des langues et d'autres sans langue, et donc une. Il y a toute l'amnésie sur le passé des Moros, les Los Moros. Ouais, on va revenir à Cisneros, à Darla, à la raconter. Et oui, mais tout ça, ça reste. C'est très important, hein, oui, hein, oui. Si l'Espagne veut revendiquer Blabad, ça la regarde, c'est son droit. Mais nous, dans notre point de vue aussi, il faut penser le modus vivendi parce que quand on dit nous, dans notre histoire, l'Andalousie, oui. c'est une province comme on prononce Tafilel, Toussous ou de Kuala et rien ni moins ni plus. Oui. Sauf qu'on a un imaginaire qui nous a construit une Andalousie comme c'est le tombe de la Lune, qui n'a rien à voir avec le Maroc, genre. C'est l'Éden. Zamal, le paradis perdu. La crème de la. Ben, c'est Shakib El-Salan qui l'a appelé le paradis perdu. Le paradis perdu, les gens ce prophète de tout le malaise qui a frappé, si j'ose dire, une partie de ces pays musulmans. Aussi, bon, alors, on est peut-être sur le bon chemin un petit peu. Il y a quelques mois, il y a eu là, on saute dans le temps, après on verra votre triptyque qui est très intéressant. Il y a quelques mois, le mercredi 3 mai 2023 exactement, il y a eu une décision royale très importante, celle de déclarer jour férié le Nouvel An Amazigh, premier Nair de l'année Amazigh qui coïncide avec le 14 janvier, donc ça va être dans pratiquement bientôt. Un mois, on est heureux. Alors ça va être nous sommes en 1973. Okay. Nous serons en 1974, le 14 janvier prochain. Okay. Alors, quelle est l'importance, au-delà de la symbolique, de la fériérisation? Alors d'abord grâce à Sa Majesté qui a décidé, parce que justement il était temps. Je ne sais pas si les gouvernements ont le courage, entre guillemets, de le faire, parce que quand même, il a fallu une décision royale pour que le gouvernement exécute et pense en arrêter pour inclure un jour supplémentaire. Alors, peut-être il y a des gens qui se plaignent, il y a beaucoup de jours fériés, on peut en changer d'autres parce que ce sont des décrets du chef du gouvernement. On a l'histoire des congés, des jours fériés. Il y a des jours fériés religieux, on peut laisser un jour au lieu de deux. Non, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on peut, sur les jours profanes. Les jours religieux, il n'y a pas de problème. Non, les profanes, parce qu'on a une histoire des congés depuis 1956. En tout cas, on rajoute, on enlève, on met, on change, etc. Il n'y a pas de problème. Mais un simple décret du chef du gouvernement, pour régler le problème, je veux dire, ce n'est pas complexe. Donc, comme ça, il a fallu une décision royale. Absolument. Et donc, il lui a donné un grand sens parce qu'on ne décide pas du jour, parce que le calendrier, il est clair. Bon, c'est le 14 janvier du calendrier civil et le premier jour de ce calendrier amazigh. C'est le calendrier agricole. C'est le calendrier solaire. Solaire qui est associé bien sûr à agricole. Alors, bon, non, agricole. Et qui est cet agriculteur qui le fait Oui. Pourquoi ce n'est pas le 13 ou le 12 ou le 14 ? Il y a eu une confusion, parce que par rapport aux régions, des fois en général, il y a des régions qui font des fêtes un petit peu de 3 jours. Des repas échelonnés sur 3 jours et des repas spécifiques. Oui. Justement pour remercier Dieu et utiliser l'ensemble du produit qu'une famille, qu'une société donnée, qu'une région donnée utilise durant l'année. Mais à ce moment-là, on doit pratiquement goûter ou toucher à tous les éléments que la nature nous offre par l'effort humain. Et du coup, ça a créé une confusion chez les gens. Non, c'est le 12, non, c'est le 13, non, c'est le 14, non, c'est le 20. Non. Cette confusion vient juste parce que des fois, il y a 3 ou 4 jours de festivités et les gens sont perdus. Mais le soleil, lui, il est toujours là. Il n'y a pas de photo, c'est précis. Cette décision de fériériser, ce n'est pas seulement pour les Amazirs, c'est une façon de nous réconcilier avec nous-mêmes, de reconquérir notre identité. Normalement, parce que même les Marocains darigophones le fêtent. Alors on l'appelle Hagouzan, Nayer, Ras L'Am. Je veux dire justement,
que quand j'ai parlé d'acculturation, quelle population, quelle Une que soit réconciliation aussi. Il y a de oui, il y a de l'équité et de la réconciliation. normalement, donc les gens doivent être heureux de se penser à Amazigh, d'appartenir à une terre d'Amazigh ou de manger dans la terre d'Amazigh, d'être protégés par les Imaziren et de se contenter de ces Imaziren que Dieu leur a donnés. Le problème, il y a certains qui ne sont pas contents, qui ne sont pas fiers. Ils ont qu'à traiter leur cas chez les spécialistes, hein, mais refuser la terre qui vous nourrit, franchement, et la population qui est la base, la colonne vertébrale de ce pays à travers l'histoire quand même. Mais ça avait commencé il y a quelques années déjà, avec le tifinagh. Avec ça, on voit dans des institutions, c'est écrit en tifinagh. Tifinagh complexe les adultes parce qu'ils sont flemmards. Alors que pour les enfants... c'est pas compliqué, hein? Non, pour les enfants, ça passe comme une lettre à la poste. Alors, malheureusement, l'enseignement n'est pas suffisant au niveau du primaire. Oui. Ils ont très peu de... Qu'est-ce qui est écrit là? Aftes, le port. Le port. Le port, Aftes. Le port. Alors, on va marquer une pause. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va faire le triptyque où il y a beaucoup de livres. Votre triptyque est particulier. Triptyque. C'est un triptyque particulier, Moustapha Kadri, que vous avez choisi, parce que c'est des livres. On va commencer par le premier qu'on va découvrir. Les gens David Agounchiche, Mohamed Khaireddine, pourquoi? Ça résume toute notre histoire à travers un personnage. Après la défaite contre les Français qui vient à Casablanca se fondre dans l'unanimité. Il a honte, la tête baissée. Se fondre dans l'anonymat de la vie. L'anonymat de la vie, parce que vous avez l'unanimité. Parce qu'il a perdu. Il a perdu. Et ça, c'est ce que ça raconte. Et Khaireddine, immense monument. Qui nous a transmis une partie de l'histoire à travers ses romans d'une manière extraordinaire, avec une langue que même les Français auraient du mal à maîtriser aujourd'hui. Exactement. Le deuxième choix, c'est toujours un livre. Rachid Moumini, le fleuve détourné. C'est l'histoire d'un coupeur de route après l'indépendance. Il devient nationaliste après l'indépendance, il prend le pouvoir. La suite, on la connaît. Oui. Troisième photo, troisième livre, c'est Mohamed Chafek, Longue vie, presque centenaire. Ouais. Un très grand monsieur. Très grand penseur. On connaît beaucoup de choses sur lui, directeur du Collège Royal, auteur de beaucoup d'ouvrages, membre de l'Académie du Royaume, auteur de plusieurs livres, auteur du manifeste, coordinateur du manifeste pour la reconnaissance de la mazéritude du Maroc qui a été présenté à Sa Majesté en 2000. En 1972, il avait publié 2 livres pratiquement aujourd'hui inconnus, Penser se développer et Ce que dit le Moudden. Lui, il revendique son sous-développement. Il l'assume. Et il demande de développer, de nous voir en tant que se développer, qui s'assume comme tel et qu'on n'a pas besoin de leur aide et qu'on ne souhaite pas être développé. Et il utilise un oxymore extraordinaire. Il fait l'éloge de l'oralité. L'éloge de l'oralité et abat l'écriture. Vous m'avez dit, je viens de le découvrir, vous m'avez dit tout à l'heure, je ne connaissais pas. Il écrit que l'écriture est un instrument barbare de civilisation. Ouais. L'écriture est un instrument barbare de civilisation, un pied de nez à tous ceux qui croient que ce n'est pas parce qu'on a écrit qu'on a dit la vérité, alors que l'écriture n'est que de l'oralité transcrite à la base. Et ce n'est pas parce qu'on lit aussi, parce qu'on a lu aussi. Oui, on lit parce qu'on a appris à lire l'écrit. Mais ça ne veut pas dire que l'écrit est sûr. Oui. Je peux mentir en écrivant, il n'y a pas de problème. Oui. Il peut y avoir de l'altération, et nous, en histoire, on sait très bien les zones d'ombre dans l'écriture quand un écrivain, un historien, un chroniqueur passe ce silence à un événement pour une raison X ou Y, mais ça ne veut pas dire, en tout cas c'est un oxymore comme vous avez dit, c'est-à-dire il a un pied de nez un petit peu à toute la théorie dominante par ces Mohamed Chafik en 1972. Il implore même les industriels de laisser les ingénieurs se libérer un petit peu, de nous inventer, nous sommes en 72, un instrument qui permettrait à l'individu de passer de l'oralité à l'oralité sans passer par l'écriture. Je crois que ces inventions technologiques aident beaucoup les analphabètes, les gens qui n'ont jamais été à l'école. Oui, les smartphones. Oui. On peut avoir des avis divergents, moi je ne suis pas d'accord, mais bon. Non, en tout cas, comme un outil de communication que les gens puissent se parler par téléphone.
par messagerie, Mais ça etc. On oui. n'a pas besoin d'écrire un SMS, Oui. on peut envoyer une voix Oui. et les personnes Audio. qui ne savent pas lire et écrire et utiliser ces smartphones y ont clair. trouvé leur C'est bonheur clair. pour rester en contact avec leurs clair. membres de leur famille, surtout avec leurs enfants, les petits-enfants, des directs, etc. Et je crois qu'il y a quelque chose de prophétique chez ce monsieur dont on peut considérer que c'est une sorte d'océan de savoir Oui. et de sagesse. Alors, avant de passer au chef-d'œuvre, on ne peut pas ne pas parler de l'avenir, du rôle de la culture, de l'enseignement et des programmes scolaires pour mieux se connaître, pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour mieux nous connaître. Il y a votre belle expérience avec les podcasts Histoire sur Radio Ma'arif qui a beaucoup de succès. Oui. Une émission pareille sur l'histoire et qu'en plus qui est en français, donc déjà c'est élitiste, on peut imaginer qu'elle peut être aussi en arabe. On a beaucoup discuté de cela, c'est pour aider les jeunes aujourd'hui qui ne maîtrisent ni l'arabe ni le français, mais pour revenir au français, parce qu'on a besoin de la langue française comme un héritage de l'époque coloniale, Oui. puisqu'on a énormément de documentation, de bibliographie, d'archives en français. On ne peut pas faire aujourd'hui de la science sociale humaine sans revenir à cette période et toute sa production. On ne peut pas être monolingue. Quel que soit ce qu'on pense. On ne peut pas être mono. Quel que soit ce qu'on pense, mais c'est Oui. un héritage, un butin de guerre, disait Oui, Katib Yassine. Katib Yassine. Mais c'est un outil de travail pour nous et beaucoup de collègues m'ont remercié pour cela parce qu'ils utilisent cela avec leurs étudiants pour les aider à remonter le niveau et toucher justement le sujet. Oui, alors justement, pour les générations, les jeunes et les enfants d'aujourd'hui, il faut changer de démarche. Je crois que le primaire, à mon avis, devrait être consacré que aux langues et rien d'autre. Arrêtons le gabegie, le blabla et beaucoup de choses sur les enfants, les pauvres, ils en supportent plus qu'ils en peuvent, alors qu'on peut leur enseigner juste les langues et avec les langues, ils vont apprendre. Ils vont s'en sortir. Alors, on va passer au chef-d'œuvre. Il y en a deux. Un qu'on va passer très 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 vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et le deuxième, on va l'écouter un peu plus. Premier chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Votre premier chef-d'œuvre, Mustapha Qadri, est ce tableau de Belkaya. Pourquoi Farid Belkaya, pourquoi? Ça m'a fasciné quand je l'ai vu sur la couverture du livre de Fatima Mernissi, Sexe, idéologie, islam. Nous sommes 82, 83, 84 à peu près. Je débarquais à la fac et je vois ça sur une couverture. Avec, alors après, j'apprends qu'est-ce que c'est. C'est sur peau d'abord comme technique, tanné, et puis le henna, et puis tout le zouak qu'on voit dans les jeux, dans les tapis, puis Tifinagh, que je découvrais. Je venais de découvrir Tifinagh. Et mon premier challenge, c'était de lire pour voir qu'il y a Saïda écrite dessus. Il m'a fallu, justement, je commençais à l'époque, je débutais l'apprentissage de Tifinagh grâce à la revue Amazir de Zina Hardan et aussi le symbole de l'Khmisa, qui était très ancré dans la culture marocaine, dans sa version juive comme dans sa version musulmane, que beaucoup d'intellectuels croient être la main de Fatma, la fille du prophète, alors que c'était la petite main que portaient en bijoux les femmes de ménage, c'est les Français d'Algérie, de Maroc, de Tunisie. Et Fatma est devenue un petit peu le pseudonyme de toutes les femmes de ménage. D'accord. Ni moins, ni plus. Ni plus ni moins. Deuxième chef-d'œuvre, le deuxième chef-d'œuvre, c'est une chanson et pas n'importe laquelle. On écoute. هذا سيخ الزمن هذا سيخ الزمن والنور فين والنور فين والنور فين النور فين ما غسش والنار تمون ناس Pourquoi Inès de Mohamed Darwicha? Parce que, paix son âme, il a atteint un degré musical qui lui a donné une dimension universelle extraordinaire et a porté la mazérité un peu partout dans le monde, avec des instruments traditionnels, alors qu'auparavant, avant lui, c'était Idil qui a apporté la mazérité dans le monde, mais avec une guitare moderne. Là, avec un instrument traditionnel, le tar et al-lun,
Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'avec cette chanson, il a atteint un sommet extraordinaire. C'est un morceau qui date des années 60. La première version a été chantée en 63-64 à ma connaissance. Et beaucoup d'artistes, de nombreux artistes l'ont reprise. Chacun a sa sauce, chacun a sa manière. Et c'est comme ça aussi un petit peu la tradition dans cette musique entre le Moyen Atlas et les plaines atlantiques qu'on appelle entre l'Aïta. Et c'est du style un peu de l'Aïta qui est originaire du Moyen Atlas et qui s'est diffusé un peu partout parce que dans les rythmes, et d'ailleurs dans le switching, ils passent très rapidement parce que justement ils sont associés. Or, c'est un genre musical a priori local, mais qui a atteint un degré extraordinaire par sa musicalité et le génie de l'auteur de la musique. Qui est de la musique. Et puis, les gens aiment cette chanson, même s'ils ne comprennent pas les paroles. Est-ce qu'on a le temps de 30 secondes pour traduire les paroles? Si on l'a, on peut le faire. Alors, les gens aiment cette chanson. Heureusement que la musique est universelle. On n'a pas besoin de comprendre pour ressentir. Absolument. Alors, Inès, bon, approximativement, dis-lui, que dois-je faire dans cette vie? Dis-lui, elle ne m'a rien donné à offrir à mon aimé. Dis-lui, c'est la pauvreté qui nuit à l'orgueil du généreux. Dis-lui, la vie m'a abandonné ainsi que la mort. Oh mon Seigneur, tu m'as créé entre le froid et la chaleur. Dis-lui, que dois-je faire de cette vie? Oh mes frères, ce sont les êtres comme moi qui doivent pleurer. Dis-lui, que dois-je faire de cette vie? Ma bien-aimée ou mon bien-aimé me manque. Si lointaine est sa route, dis-lui, que dois-je faire de cette vie? C'est universel, tout un chacun Sublime, pourrait se reconnaître dans ce texte. Et surtout, vous voyez, le mot Tsara, ici en tamazirt à la base, renvoie à la générosité, à l'orgueil du généreux. Dans la Darija, il a changé de sens, mais ce n'est pas parce qu'il a changé de sens que c'est ça, effectivement, le sens. Effectivement. Comme ils disent nos ulama. Merci beaucoup, Moustapha Kadri. C'est passé comme un éclair, cette émission. Franchement, merci beaucoup. C'était un réel plaisir. J'espère vous recevoir une autre fois sur un autre sujet. Merci, monsieur. Avec plaisir. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suivi des programmes sur Médien TV. Très belle soirée. À la semaine prochaine.